Alors, vous l'avez évoqué, le rôle aussi des industriels sur notre marché qui poussent un petit peu les gens dans les espaces naturels avec des moyens parfois supérieurs à ceux des territoires. Leur engagement aussi aux côtés des territoires, des associations pour préserver les espaces. Il y a de vrais enjeux également pour eux. Et pour le prochain échange, ce regard croisé qu'on a imaginé avec des personnalités, des entrepreneurs d'exception, je vais accueillir sur scène le directeur de l'Outdoor Sports Valley, Benjamin Thaler, bien sûr sous vos applaudissements. Non, je t'ai pas, non, je t'ai pas. Écoutez, merci beaucoup déjà à Emmanuel et Pierre-Emmanuel d'organiser ce forum qui est toujours un moment d'échange important. Et donc Emmanuel m'a invité à animer ce débat ou cette regard croisé. Donc je vais demander à Paul Petzel, Jean-Marc Pambay, Gilles Réguillon et Bertrand Barré de nous rejoindre pour cette thématique sur la vision partagée, quel bénéfice pour l'industrie outdoor. On va essayer d'éclaircir et je remercie déjà par avance à ces 4 patrons d'entreprise d'avoir bien voulu passer la matinée avec nous pour échanger sur leurs expériences. Alors, on va tomber les masques. Et donc, sont aujourd'hui présents de droite à gauche Paul Petzel, PDG de l'entreprise Petzel, Gilles Réguillon qui dirige Chamatex et qui a lancé ASF 4.0, Jean-Marc Pambay qui est président de Salomon, avec une grande longévité à ce poste, et Bertrand Barré du groupe Zebra, qui opère beaucoup dans le domaine de l'outdoor en tant qu'entreprise conseil, notamment dans le domaine du design et de la stratégie. Mais il nous en dira plus. Bien, donc aujourd'hui, on est là pour parler de vision. Alors, c'est un vaste sujet qu'on va essayer de centrer. Et à la fin, de vision partagée. Je crois que c'est les 2 points. Alors, premier point, qu'est-ce qu'une vision ? En quoi elle est importante ? Alors, je vais demander à nos différentes intervenants ici de témoigner déjà sur leur vision de la vision, sachant qu'on a ici l'avantage d'avoir des personnalités et des entreprises au profil très différents, puisqu'entre Paul Petzel, qui dirige une entreprise qui a été familiale et qui a été transmise de père en fils, et encore de père en fils, d'après ce que je comprends. Donc c'est un cas particulier. Gilles Réguillon, vous dirigez Chamatex, qui est une entreprise que vous avez reprise, si je crois bien, qui est une PME, avec donc un parcours différent, puisque contrairement à Petzel, qui est un équipementier, vous intervenez sur l'amont, mais vous êtes très impliqué dans le domaine de l'outdoor, puisque vous avez ouvert une usine de fabrication de chaussures en France, en Ardèche plus précisément, auquel collaborent les sociétés Babola, Salomon et Millet. Jean-Marc Pambay, qui a pris les rênes de Salomon après en avoir été un fervent employé pendant des années. Et donc, lui dirige une entreprise qui est une ETI, et donc une entreprise multinationale qui appartient à un grand groupe qui a été transmis de la famille Salomon à Adidas, pour ensuite le groupe Hammer Sports, qui est un groupe finlandais, et maintenant qui appartient au groupe Anta, qui est un groupe chinois. Donc, on voit bien qu'il y a un profil différent. Et Bertrand Barré, qui a, lui, en position de Zebra, qui est intervenu pour différentes entreprises et qui a aidé ces entreprises à concrétiser leur vision. Donc on a des parcours différents. Donc je vais peut-être demander d'abord à Paul Petzel de témoigner sur quel est le rôle de la vision dans la stratégie et comment elle évolue, sachant que là c'est une entreprise familiale, et je pense que je demanderai aussi à chacun des intervenants de répondre à cette même question. Bien. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. C'est moi qui vais ouvrir le débat, si j'ai bien compris. Alors, la vision, je pense que c'est important déjà de définir les mots, surtout dans la notion de vision, parce qu'on parle de stratégie, de vision, on parle de politique, etc. Et donc, moi, je vais vous parler du travail que nous avons fait et que nous continuons de faire, surtout maintenant avec mes enfants, puisque je me retire sur la pointe des pieds pour laisser la place à une nouvelle génération. Ça aussi, c'est une vision.
c'est qu'est-ce qu'on veut faire de son entreprise demain en étant le propriétaire. Alors, moi, j'aime bien définir, comme je vous disais, les mots. Et pour moi, la notion de vision, en fait, c'est une volonté, c'est un rêve, c'est une ambition. Alors, quand j'ai dit ça, vous voyez, c'est assez flou. Si je dis cette entreprise va aller sur Mars demain, vous voyez, c'est un rêve. Est-ce que c'est réalisable? Ça, c'est autre chose. Et comment on va s'y prendre, ça, on ne sait pas encore. On définira certainement des stratégies pour aller sur Mars. En fait, la vision, c'est la première étape d'un processus pour aller où? Pour aller vers le client, en fait. Et donc, toute entreprise doit commencer, pour moi, en tout cas, moi, je l'ai vécu, puisque j'ai écrit la première vision de Petzl pour 2020, et maintenant, nous sommes en train d'écrire la deuxième vision. Au début, on va dire, quand moi j'ai développé l'entreprise, c'était tout là à l'intérieur. J'ai mis 40 ans pour l'écrire, pour être capable de l'expliquer. Et quand on parle d'expliquer, il faut savoir, c'est que dans une entreprise, il y a des clients et des parties prenantes. La partie prenante, vu notre taille, c'est à peu près 1200 salariés maintenant, Petzl, il y a une très forte demande. C'est quoi ta vision? Où tu nous emmènes? Et ça, c'est vachement important d'être capable de l'exprimer, de le dire. Et en même temps, les hommes ont besoin de rêver, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui brille, qui les dépasse. Et donc, c'est tout le fondement de la vision. Oui, merci Paul pour cet élément, et je pense que c'est important parce qu'effectivement, une entreprise familiale. Non, très bien. Et effectivement, l'entreprise Petzl porte le nom de Petzl, et comme tu l'as expliqué, il faut pouvoir l'exprimer. Je vais demander à Jean-Marc d'abord, mais c'est juste pour faire un parallèle avec une entreprise de grande taille sur lequel il y a une question de management, une question d'actionnariat. Comment cette vision se porte, sachant que tu n'es pas propriétaire de Salomon? Non. Alors, je suis d'accord avec Paul sur le fait de se dire d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Parce que certains vont parler de vision du monde. Comment on voit le monde demain. Vision de l'entreprise. Mais tu parlais aussi, une vision, c'est une ambition. Ah, est-ce que c'est la même chose? On parle de raison d'être aussi, à un moment donné. Donc, il y a plusieurs façons de voir la problématique. En même temps, après, derrière, c'est tout simplement une question de sens. C'est de savoir donner du sens à notre action. Aujourd'hui, c'est d'autant plus important quand on recrute. Notamment, on voit qu'il y a de la jeune génération ici, très exigeante et demandeuse de ce sens-là. Après, on voit que les entreprises évoluent. Je ne suis pas sûr que Georges Salomon n'ait jamais vraiment écrit sa vision, réellement. En fin de compte, il la transpirait, il la portait tous les jours au bureau. Et tu disais que tu as mis 40 ans à la formaliser, la formuler. Donc, c'est une difficulté. Alors après, quand on passe de génération de managers qui ne sont plus les propriétaires fondateurs, il faut qu'on fasse cet exercice-là. Et moi, je vais faire humblement le constat, c'est que je pense, alors dans mes 10-12 ans de présidence, direction de Salomon, pas suffisamment approfondi le sujet. On est en train de le refaire maintenant, parce qu'on a aussi un actionnariat qui a changé. On est passé de la famille Salomon à Adidas à Hammer Sport, comme tu disais, avec des Finlandais. Maintenant, on passe avec... Alors, je ne vais pas dire que chinois, c'est du sino-canadien. On a des Chinois et des Canadiens. Et Chip Wilson, qui est le patron, le créateur de Lululemon, a une notion de vision très affinée. Il est très demandeur là-dessus. On a besoin d'être précis, on a besoin d'expliquer un petit peu Salomon dans ce nouveau cadre. C'est vraiment très important. On a besoin d'abord aussi de se l'exprimer parce que aujourd'hui, on va notamment attaquer un marché chinois qui est demandeur de ça. Les consommateurs aujourd'hui sont demandeurs de ça. Où la marque veut-elle aller ? Donc c'est de toute façon une exigence maintenant dans toute entreprise que de travailler cette thématique. Ça me paraît très important. Et après, je fais juste une petite aparté parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais dans chaque action, il doit y avoir une vision. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, Salomon, avec Chamatex et ASF 4.0, qui est une nouvelle usine de production de chaussures de sport, la première en France, automatisée. Alors Gilles en reparlera tout à l'heure. Je vais dire, Benjamin, qu'est-ce qu'on fait ensemble, et Patrick qui est là-haut, avec l'OSV, créé il y a 12 ans maintenant, okay,
qui a été créé sur une vision d'un collectif de l'outdoor. Okay, donc j'aurais tendance à dire aujourd'hui que dans toute action, il y a une vision. La question maintenant, c'est faut-il passer du temps à la formaliser, à la travailler? La réponse est oui, ça vaut le coup de passer du temps, de prendre du recul sur soi-même, en collectif, pour essayer de formaliser, parce que ça aide à comprendre où est-ce qu'on va aller. Donc voilà, c'est tout à fait d'actualité. Ça a et je mets vraiment un dernier point. Aujourd'hui, vous voulez recruter quelqu'un, si vous ne savez pas raconter le sens de votre action, parce que ce quelqu'un n'est plus en situation de recruter, c'est nous qui choisissons. Aujourd'hui, c'est le recruté qui choisit où il veut aller. Okay, donc on a intérêt d'être pas nécessairement clair, précis, mais de savoir l'exprimer. Et après, ça doit venir d'ici. Hein. Je dirais, si c'est théorique, ça ne marchera jamais. Hein. Ça doit être du vrai. Bon, voilà, pour mon témoignage, pour lancer le débat. Alors, merci à tous les deux qui avaient exprimé un petit peu la façon dont vous menez les choses. Et c'est vrai que vous avez des entreprises qui ont une visibilité auprès du public. Mais ce qui est important dans un secteur, c'est qu'il y a des acteurs. Et on a aujourd'hui Gilles Réguillon qui représente la société Chamatex, que moins de gens connaissent, mais qui a un rôle important. Et quand on est porteur d'une entreprise comme Chamatex, avec les transitions qu'elle a connues et son évolution, c'est quoi la vision? Quel rôle elle joue? Et comment se positionner? Comment l'exprimer dans votre management, à la fois quotidien, mais aussi votre stratégie? Donc merci de m'avoir invité. Je fais un petit mot pour Bertrand, parce qu'il est souvent oublié dans l'aventure ASF 4.0. Salomon est partenaire, oui. Celui qui a créé la boîte avec moi, c'est Bertrand. On est cofondateurs. Et pendant 6 mois, on a porté la boîte tous les deux à bout de bras avec nos holdings, avant d'être convaincus que c'était un projet solide. Et à ce moment-là, on a accéléré, augmentation de capital, et les marques nous ont rejoints. Donc un petit hommage quand même à mon ami Bertrand. C'est assez difficile de passer après Paul et puis de passer après Jean-Marc, parce que bon, c'est des grands caïds de l'outdoor. Moi, je suis un industriel. Chamatex, aujourd'hui je dis Chamatex Group parce que c'est un petit groupe. Nous sommes des industriels avant tout. Et la vision, ça part quand même, comme tu dis Jean-Marc, de ce qu'on a dans le ventre. Moi, avant tout, ce que j'ai dans le ventre, c'est que je suis un industriel. Je suis un amoureux du produit. J'aime beaucoup le produit. C'est important. C'est ce qui a fait quand même évoluer Chamatex. J'aime beaucoup le sport. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et qu'on a des projets qui nous rassemblent. Donc, il faut savoir ce qu'on a dans le ventre. Et puis après, il faut écrire là où on veut aller. Et pendant 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis à la tête de Chamatex, j'ai su que je voulais arrêter d'être esclave de l'industrie du prêt-à-porter, ce qui était le cas de Chamatex avant. Et aujourd'hui, on ne fabrique plus 1 mètre de tissu pour ce secteur. Et on s'est recentré sur premièrement, tissus à forte valeur ajoutée, dans le domaine du tissu technique, dans le domaine du sport et dans le domaine de l'ameublement. Et on a essayé petit à petit de créer de l'expertise à travers une consolidation de la supply chain avec des choses qui ne sont pas sexy. C'est racheter une teinture, c'est racheter un moulinage, des choses qui consolident les bases. Et pendant un certain temps, je me suis efforcé avec mes équipes de faire ça, pour se donner une seconde vague plus intéressante où on va se rapprocher du produit fini. Et c'est ce qu'on a fait ces dernières années. Et aujourd'hui, la vision que l'on a, c'est Chamatex Group, du fil au produit fini. On l'a fait avec la chaussure, on en parlera peut-être plus tout à l'heure, donc avec ASF 4.0 qui fabrique des chaussures. Donc on part bien du fil, on fait du textile. On passe par Matrix, une technologie brevetée qui est prisée de l'industrie du trail running, de la randonnée. Je pense que certains la connaissent. Et on fait la même chose également sur l'apparel, avec l'acquisition de la société Toptex Cube, et également sur la bagagerie. Donc voilà un petit peu notre vision, c'est de se positionner comme un acteur
j'ose le dire, incontournable sur le secteur du sport, du fil au produit, et le plus sérieux possible. Voilà. Dans tout ça, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est qu'une entreprise a besoin d'une vision, donc elle a besoin d'un dirigeant qui imprime sa vision, mais elle a besoin aussi de transformer cette vision en des actes. Je pense que là où on n'a pas trop péché jusqu'à présent, c'est cette capacité à transformer. Et pour transformer, il faut des équipes. Et sans équipe, on n'est rien. Donc, une boîte, elle a besoin d'un dirigeant qui a une vision, elle a besoin d'équipes dirigeantes qui transforment, et elle a besoin de tous les salariés, jusqu'à la personne qui a le moins de qualifications, mais on a besoin de tout le monde. Et au final, il faut savoir pourquoi on fait tout ça. On fait tout ça parce que quand on est chef d'entreprise, on a envie d'aller de l'avant en permanence. C'est dans notre ADN. Mais moi, personnellement, en tant qu'industriel, je fais aussi ça pour générer des emplois. Quand j'ai repris la boîte il y a 10 ans, c'était 40 emplois. Aujourd'hui, c'est 200. Ma plus grande fierté, c'est qu'il y a 160 fiches de paye supplémentaires, 160 familles de plus qui vivent grâce à une stratégie qui est mise en place de positionnement de l'industrie en Rhône-Alpes. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager. Voilà, ça donne un peu le sens, effectivement, une vision pour l'entreprise. Et alors donc, vous avez évoqué, et on ne va pas que l'évoquer, Bertrand Barret est ici avec nous, et donc est un acteur plus particulier, puisqu'il est plus dans le domaine pas de la production directe, mais du conseil et de l'accompagnement. Donc, quelqu'un qui est payé pour éclairer, et pour que peut-être... Est-ce que, et là, peut-être un peu choquant, bon, Bertrand Barret a pondu de la vision pendant des années, on a gagné de l'argent avec ça, donc c'est un beau business. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Je suis payé pour éclairer, il n'y a pas que moi apparemment, sur scène. Oui, bien sûr. Pour moi, la vision, c'est un business, bien sûr. Juste, je voudrais dire un mot sur la nôtre, parce que moi je suis né il y a 30 ans dans ce métier par une agence de design, et on avait déjà une vision, c'est qu'il ne fallait pas laisser le design aux designers, ce qui a beaucoup choqué. Boum, ça va continuer à choquer. C'est-à-dire que le design, c'est un projet, c'est donc un dessin, E-I-N, et qui est fourni ensuite par des dessins, parfois I-N. Donc cette vision-là, on la traîne depuis le début, et on la supporte depuis le début. On est au milieu de l'ingénierie, du marketing et du design tel que l'acceptation en France le qualifie, c'est-à-dire la conception de la réponse. Nous, on est plutôt dans la conception du problème, en réalité. Donc depuis le début, on gère ça, et les gens qui sont chez nous, on est 50 aujourd'hui, ce sont des gens qui adhèrent à ce schéma-là, des ingénieurs, des marketeurs, des designers, donc c'est assez atypique. Ça nous crée des collaborations avec certains clients depuis 30 ans, des Babola, des Michelin depuis 15 ans, des EDF depuis 15 ans. Bon. Et puis, ça nous crée des tas de portes fermées où il n'y a pas besoin de gens comme nous parce qu'on est pénible. C'est des choix. Donc, premièrement, dans une vision, pour nous, c'est accepter des choix, maîtriser ces choix et accepter les conséquences de ces choix. Parce que sinon, on en change en permanence, premièrement, de vision. Et puis, on l'écrit, puis 15 jours après, on en déroge. Nous, on continue là-dessus. Alors après, effectivement, c'est un business, la vision. Donc moi, je voudrais juste dire que, comme c'est un business, on aide les gens à poser leur vision pour des gens qui n'ont pas de méthodologie. Tout à l'heure, Jean-Marc parlait d'ambition, de vision, de mission. C'est des étages différents dans la définition. La vision, moi, je pense qu'il est mieux de définir la mission et l'ambition. Parce que la vision, c'est la vision du monde qui nous entoure, pour moi. C'est comment je vois le futur de ce monde qui nous entoure. Quelle est mon ambition d'entreprise dans ce monde qui nous entoure. Donc il faut réussir à projeter le monde qui nous entoure ou les marchés qui nous concernent. Ça, c'est peut-être la vision. Ensuite, il faut réussir à projeter l'ambition qu'on aurait, nous, à jouer dedans. Tout à l'heure, M. Petzel disait, je crois que ce n'est pas secret, nous, c'est la verticalité. On reste concentré sur la verticalité et on ne va peut-être pas se laisser tenter par d'autres business. Dans plein d'entreprises, je trouve, je vais essayer de faire court. Dans plein d'entreprises, il y a toujours une volonté de se diversifier, de grandir, d'essayer. Et le réflexe humain, c'est de se diversifier ailleurs. Comme son nom l'indique. Faire autre chose. On va grandir, on va faire autre chose. Nombre de boîtes dans l'outdoor, pour moi, font autre chose. Et comme son nom l'indique, c'est autre chose. Ce n'est pas une vraie chose. Donc, la première chose, c'est de bien faire la chose. Et déjà, quelle est l'ambition que j'ai à faire dans le domaine où je suis bon ?
Au lieu d'aller chercher d'autres domaines où je suis pas bon, ça coûte plein de sous, etc., etc. Et dans ça, il faut éviter les pièges. C'est le dernier truc que je veux dire. Il faut éviter les pièges parce qu'il faut éviter la mode. Et en ce moment, Sustainable, par exemple, ça fait combien de visions d'entreprise? Waouh! On sera tous Sustainable. C'est pas une vision, c'est un prérequis, une nécessité absolue. Point. On le met sur la partie droite du schéma de réflexion, mais c'est pas un positionnement. Et nombre d'entreprises sont en train de se repositionner en disant je vais être Sustainable. Bah, c'est bon, hein. Là je vais gagner des sous. J'ai déjà écrit la reco. Mais c'est... Bon voilà, je voulais provoquer un peu en disant qu'il faut éviter les modes. Il faut une vision, c'est au-delà de ça. Et on intègre des changements structurels, des changements sociétaux, des changements fondamentaux comme le Sustainable, mais on ne fait pas sa stratégie autour de ça, selon moi. Sauf si on est une entreprise à mission dont le but est de sauver les requins. Ouais, ça oui. Mais quand on fait de l'outdoor, j'ai pas dit qu'il ne faut pas être sustainable. Hein. Bien, donc on pourrait redébattre sur effectivement la sustainability comme un point de passage obligé ou comme un but. Bon, mais je pense que là, c'est plutôt sur la conduite de l'entreprise et justement comment on développe une stratégie et alors vision, mission, ambition. Je dirais, on ne va pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, c'est des éléments, des fondamentaux qui sont établis, qui doivent être écrits. Ceci dit, une fois qu'ils seront écrits, comment cela vit, comment cela s'anime, comment cela peut être amené à évoluer, comment c'est partagé. Et vous avez évoqué, M. Réguillon, les collaborateurs. Donc, comment en interne et en externe vit cette vision et doit être animée. Donc, j'en avais un peu discuté avec Walt Petzel. Peut-être qu'il peut entamer le sujet, parce que je crois que c'est le patron qui voit. Oui. Et comment après sa vie et comment ça s'anime. J'aurais jamais dû me mettre à cette place parce que chaque fois je suis le premier à ouvrir le débat. Tu as parlé de interne et bien sûr externe. Et le rôle entre autres, le principe de vision, encore une fois, c'est un processus. Hein. On va jusqu'au client. C'est qu'une étape, la vision. Il y a toutes les autres étapes qui sont les politiques, les stratégies dans un contexte, avec des enjeux stratégiques, etc., pour aller jusqu'à l'opérationnel, c'est-à-dire à partir d'un produit, vous allez le vendre à des clients, etc. Alors, la vision, c'est très important d'être cohérent dans la vision, dans le développement de son entreprise. Et en fait, plus c'est cohérent, plus c'est clair en interne, plus c'est clair en externe. Parce que le client, lui, il vous observe. Moi, je dis souvent, avant, si vous voulez, le client, vous l'invitiez à venir dans votre salon pour lui présenter vos produits. Aujourd'hui, le client, il est déjà dans votre cuisine avant que vous sachiez qu'il est client. Donc, et il connaît tout, comment vous faites votre cuisine. Donc ça, c'est important de bien l'enregistrer, mais encore une fois, c'est la vision, elle touche l'interne, elle touche l'externe. L'interne pour l'action, hein, on est bien d'accord, hein, parce que quand on sait où on va, en général, on y arrive plus vite. Hein, c'est tout con, hein, mais c'est très basique. Et l'externe, parce que si l'externe vous reconnaît en tant qu'expert, tu as parlé d'expertise, tu veux être l'expertise dans la conception du fil, tu as dit du fil jusqu'à l'objet, eh bien, entre autres, ça touche principalement, je pense, la plupart de tes clients qui sont des fabricants de chaussures et peut-être d'autres, comme peut-être nous demain, hein, je n'en sais rien. C'est important de clarifier absolument le qui vous êtes. Alors, le fameux qui vous êtes en question, chez nous, moi je vous parle de ce que, toujours pareil, une vision, hein, c'est d'où ça vient, hein, votre propre histoire, hein, et puis qu'est-ce que vous voulez faire, qui vous êtes en fait, et qu'est-ce que vous voulez faire. Donc c'est cette notion d'ambition dont je parlais. Nous, on l'a éclaté en trois fondamentaux qui sont, c'est quoi la promesse client? Qu'est-ce que le client, il vient chez vous parce qu'il a un désir. Alors nous, c'est comment cette promesse vous l'exprimez. C'est quoi la mission de l'entreprise?
Ça, c'est aussi très important à bien développer. Alors, je ne rentre pas dans ce que est Petzl et tout. Hein. J'essaye de rester sur les grands principes. Mais tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé et beaucoup discuté en interne. Alors, pas avec tous, hein, bien entendu, mais on va dire que pour aller à la fin du fin, c'est quand vous êtes bien calé sur tous ces éléments, eh bien, vous les partagez avec 100% des salariés parce qu'il faut qu'ils comprennent dans quelle boîte ils sont, etc. Et puis, on parle de la raison d'être de l'entreprise. C'est quoi le sens de toute cette entreprise? Voilà, alors je ne sais pas si j'ai essayé d'être court. Mais... La structuration, je pense qu'il y a pas mal de jeunes ici qui sont dans la salle et qui sont mus par des grandes idées, mais je pense que ces grandes idées, quand elles sont structurées, qu'elles ont un cadre, elles peuvent encore mieux s'épanouir. Et donc... Oui, il faut que c'est une finalité concrète, hein, tout ça, parce qu'on parle du rêve. Mais derrière, ce dont j'ai oublié de parler, c'est les stratégies. C'est-à-dire que pendant que vous avez posé votre vision comme ça, vous êtes dans un contexte. Moi, je dis toujours, c'est quand nous, on a commencé, on était au cul de la voiture, on faisait de la vente par correspondance, c'est-à-dire que on ouvrait le coffre de la voiture, vous voyez, et puis on allait dans les congrès, on vendait directement, et puis on faisait des petits colis tous les week-ends là, pour envoyer à nos clients. On faisait de la VPC, ça s'appelait là. Ça, c'est plus comme ça aujourd'hui. On voit bien, maintenant, on est Internet, la vente en direct, donc tout ça, l'enjeu a complètement changé. Qui sont les enjeux? C'est-à-dire, en fait, si on réfléchit bien, véritablement, le point de départ, c'est quelle est la demande du client. On voit bien que le client, aujourd'hui, il veut être en direct avec l'entreprise. Ça, c'est un enjeu. Et ensuite, il y a des choix stratégiques. Est-ce que nous voulons être en direct? Et comment nous allons faire? Il faut bien séparer les choses. Voilà. Et donc, la notion d'évolution, je passe là sur le cas du groupe Chamatex. 40 salariés, 200, multiplié par 5. Comment on arrive à être cohérent, à se développer, à garder la dynamique, sachant qu'a priori, il doit y avoir des évolutions de métier. Comment on garde la tête froide et comment on avance? Je pense qu'il est important de savoir où on est fort, où on est moins fort, d'appuyer là où on est fort et là où on est moins fort, soit de se renforcer, soit de faire appel à des compétences externes. C'est important. Nous, notre ADN, c'est la construction des tissus avec les métiers qui tournent autour. Bien sûr, on a musclé nos équipes avec du marketing. Une personne est d'ailleurs ici, que je salue. On a musclé énormément la R&D. Aujourd'hui, on a 17 ingénieurs textiles. On a musclé le management avec des jeunes qui nous ont rejoints. Enfin, fait pas mal de choses. Et après, il faut savoir créer des partenariats quand c'est nécessaire. Donc, par exemple, en stratégie innovation, ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaissait avant avec Bertrand, mais ça fait 10 ans qu'on collabore. D'abord avec Matrix, on a déposé des brevets, et puis ASF, et puis il y aura d'autres choses qui sont déjà dans les tuyaux. Hein. Et donc ça, c'est important. Et nous, on n'a pas la même problématique qu'une marque comme Paul ou Jean-Marc. On doit convaincre des marques de venir nous voir. Donc, il faut être sérieux, il faut présenter des arguments suffisamment déterminants pour que l'industrie du sport, petit à petit, remette un petit peu de barycentre sur l'Europe et sur la France. Donc tout ça, ça passe par beaucoup de travail, vraiment une solidité. Autrement, on passe à la trappe. Et puis, à force de travailler de façon sérieuse avec les équipes, finalement, on acquiert la confiance de partenaires. Et de partenaires qui sont nos clients. Salomon est le parfait exemple, mais il y en a d'autres, mais Salomon est vraiment le parfait exemple. On a commencé les collaborations sur Matrix, on a peut-être une dizaine, une quinzaine de produits qui sont aujourd'hui sur le marché avec la technologie Matrix. Et puis il y a eu ce fameux projet ASF, et si on allait jusqu'au bout, faire des chaussures.
Il y a plein de marques qui nous regardaient avec des yeux un petit peu fous, et puis il y en a d'autres qui ont été plus attentives. Et Salomon, qui avait déjà entamé des expériences industrielles sur la chaussure, a trouvé que c'était le bon moment de relancer la mécanique avec nous, parce qu'on est des industriels. Être industriel, c'est un grand mot, hein, mais bon, ça veut dire, moi je sais ce que c'est que des ateliers complets qui travaillent en 3/8, et voilà, sa différence avec le côté marque, vous voyez, c'est une certaine lourdeur, et c'est pas tous les jours facile. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive à convaincre des marques de venir avec nous dans des projets ambitieux. Et en fait, on ne vend pratiquement plus de tissus comme ça. On ne fait que des partenariats parce qu'on a lié des relations de confiance avec des partenaires. Et donc, vous voyez, c'est important en interne d'être clair pour que les gens nous suivent, parce que c'est important. En ce moment, je recrute pas mal de gens. On recrute pas mal de gens qui viennent de l'industrie du sport et qui étaient dans des marques. Et ils retrouvent beaucoup de sens dans notre projet de relocaliser, tout en étant en contact avec les marques, tout en faisant des choses sympas, mais en faisant. Et ça, c'est important. Donc l'attractivité de ce qu'on propose, donc bien à travers une ambition, à travers un leader qui donne le là, et avec des équipes qui sont là pour relayer. Et le tout confondu avec les partenariats, ça fait une mayonnaise qui est en train de prendre sérieusement, et avec un plan qui est très ambitieux, qui nous mène d'une transformation d'une PME à une ETI pour les 5 ans qui viennent, et avec des jeunes qui arrivent. Donc aujourd'hui, j'ai deux directeurs généraux du groupe qui ont 33 et 32 ans, une femme et un homme, qui sont à mes côtés, parce que je sais que moi je ne serai pas éternel, à un moment donné il faudrait que je lâche, et je construis l'avenir avec des jeunes qui auront aussi besoin de convaincre certains autres jeunes d'être leur cadre de demain, et tout ça, c'est une musique à mettre en œuvre. Et je peux dire aussi encore un dernier mot, je suis un peu long, mais l'humain est très important. Pour moi, de toute façon, il est très important pour toutes les boîtes. On peut bien avoir une belle stratégie, des bons moyens industriels, les plus beaux clients du monde. Si on n'a pas une équipe qui suit, on est zéro. Et comme le groupe il a grossi, c'est un peu ta question, comme le groupe il a grossi, qu'on n'est plus qu'une société, mais 5, 6 entités de 30, 40, 50 personnes, les premiers, ils se disent, mais est-ce qu'on fait encore partie de cette stratégie? Et puis les derniers arrivés, comment je fais pour rentrer dans cette stratégie qui a évolué? Et j'ai senti à un moment donné que c'était le moment de vraiment pas de m'occuper de mes clients de temps en temps, et de m'occuper de mes équipes. Et là, j'ai donné une mission à Bertrand. On a passé une journée ensemble. Je lui ai dit, Bertrand, je veux garder mes jeunes talents. Et je veux garder mes jeunes talents et je veux leur donner envie de rester, parce qu'il y a une ambition, parce qu'on fait des choses qui sont concrètes, qu'on crée des emplois et qu'il y a un avenir ici. Puis comme les jeunes, je les connais aussi un petit peu, ils ont tendance à changer. Le fait d'avoir plusieurs structures, je leur dis changer de structure et évoluer. C'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, on a fait un film. On a investi un petit billet quand même, juste pour les salariés. Et cette vidéo n'est jamais passée sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est que pour les salariés. Et j'ai écrit à tous mes salariés un petit mot avec une clé USB qui a été remise pour que chacun puisse voir une vidéo de qu'est-ce que c'est que Chamatrix Group aujourd'hui et les valeurs humaines. Voilà. Donc c'est très important. Belle histoire, et je crois que ça reflète bien la vie de l'entreprise et comment on la fait vivre. Et j'aurais passé la parole à Jean-Marc, où Salomon, à l'échelle d'une entreprise comme Salomon, qui est importante, qui a un historique, qui a un développement, qui a des différentes générations,
qu'il y a différents départements qui pourraient autant être des chapelles, parce que quel est maintenant le point commun entre faire des skis de fond et de l'appareil, de faire des snowboards sous la même marque, avec donc des personnalités différentes, des pays différents, qui ont des cultures différentes, et maintenant en plus avec un actionnaire qui, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais pour qui ça peut être du chinois, tout ça, et comment on met tout ça en harmonie, et comment ça fonctionne en interne, et puis sachant qu'aussi que, pas se le cacher, c'est que développer des produits, c'est bien, mais souvent, on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi avec des partenaires, avec des usines qui sont un peu partout dans le monde. Donc, comment tout ça vit et que tout ça est cohérent et tout ça est partagé? Alors, bon, plusieurs éléments de réponse. Alors, d'abord, je vais, faire un commentaire simple, direct, d'expérience, factuelle. C'est plus simple de travailler avec nos Chinois aujourd'hui qu'avec nos Finlandais d'hier. Parenthèse fermée. Mais ton résumé, c'est du chinois. En fin de compte, ils sont très, très, très attentifs à toutes ces problématiques d'engagement du personnel dans leurs projets. Et si Anta, depuis 30 ans, est une success story, c'est aussi parce qu'ils y ont mis des ingrédients très forts. Et si un Chip Wilson, patron de Lululemon, qui lui n'avait pas de filiale, de pays de filiale et autres, lui, sa filiale, il dit j'en ai plein. Chaque filiale, c'est un magasin. Un patron de magasin était pour lui un general manager de son unité commerciale numéro 1. Okay, et il prenait ce business-là comme ça. Enfin bref, ce sont des gens... Nous avons aujourd'hui des partenaires actionnaires dans ces valeurs-là. Voilà, donc premier commentaire. Deuxième commentaire sur un point, donc Paul reprenait... je vais mélanger un peu, je vais rebondir sur les différents commentaires d'avant. Paul reprenait sur la méthode. Travailler ces éléments de... C'est quoi une vision? Et je rejoins plus une vision, c'est la vision du monde. Okay, après, on a... une ambition, une raison d'être. On décline une méthode. Okay, cette méthode, et je vais faire de la pub à droite là, bah oui, parfois il faut se faire aider. Parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir le faire soi-même. Eh ben, c'est pas simple du tout. Donc voilà, alors nous, on ne travaille pas avec Bertrand sur ce sujet-là, mais il est très bon, il est très fort. On travaille avec quelqu'un d'autre, mais c'est le même monde. Non, mais c'est le monde des gens qui sont capables de vous guider. Okay, alors je vais faire un clin d'œil sur l'OSV, puisque nous avons la chance d'avoir développé à l'OSV, dans notre vision collective, beaucoup de formations, mais un incubateur, une pépinière, un incubateur. Okay, quand on fait pitcher, comme on dit, les projets, le premier truc que le projet fait, il va parler de sa raison d'être. C'est quoi mon ambition, moi, porteur de projet. Okay, alors, j'en accompagne un plus particulièrement aujourd'hui, qui est une start-up qui s'appelle Samaya, qui fait des tentes ultra light, super techniques. Allez regarder samaya-équipement.com, vous verrez. Ils l'ont travaillé vraiment en profondeur, cette partie-là, en se faisant aussi aider, je dirais. Et à ce moment-là, on peut même parfois se faire aider. Là, je fais pour les start-up gratuitement. Enfin, je dirais, ils savent faire aussi ce genre de choses. Non, mais après, je suis sérieux. Il y a de la méthode derrière. Okay, parce qu'à la fin, on cherche quoi? C'est de l'humain, je rebondis sur Gilles maintenant. On cherche à parler aux femmes et aux hommes qui sont en face de nous. Alors ce sont qui? Alors, numéro 1, alors on a le choix là, mais en tout cas, un ex aequo. Nos équipiers, nos équipières. Évidemment, on n'est rien sans elles et sans eux. Nos consommateurs. Alors, un consommateur B2C, comme on dit, c'est-à-dire nous tous aujourd'hui dans la salle qui pratiquons les sports d'outdoor, ou le B2B, ok, parce que cette notion de partenariat est intéressante. Lui, il recherchait des industriels qui allaient alimenter son usine. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'à un moment donné, Gilles ait contacté nos équipes, Frédéric Jacobon, patron du développement et du sourcing chaussures de sport chez Salomon, qu'ils aient monté le dossier, et qu'un mois de juin 2019, on soit dans mon bureau. Alors, la piste avait été damée, évidemment, par mes équipes, mais pour lui dire dans la réunion, qui était la réunion, on était ensemble, je crois, la réunion première, tous les deux, là, les deux porteurs du projet. Et moi, je leur ai dit, en fin de réunion, banco, on y va. Je ne suis pas revenu voir mes actionnaires en disant, j'aurais pu dire, tactique, non, le matin, il faut que j'aille voir Hammersport en Finlande, etc. etc. J'aurais dit banco. Et 4 mois après, on avait signé les contrats. Okay, 1 an après, la première pierre était là. 2 ans après, la première chaussure Salomon va être sur le marché en janvier prochain. Voilà. Et donc, c'est cette notion de porter un projet, porter une vision, mais savoir parler face à face à nos interlocuteurs. Une équipière, un équipier, une cliente, un client, magasin de sport aussi, ou consommateur final, peu importe, pour se dire on a envie de faire quelque chose ensemble, on a envie de faire un bout de chemin ensemble.
Voilà, c'est tout ce schéma-là. Ou avec nos concurrents, parce que l'OSV, c'est quoi? C'est des concurrents qui, alors je racontais la blague tout à l'heure, avec Millet, il y a 15 ans, on était à se discuter par avocat interposé, parce que, je vais dire la vérité, il nous avait copié un powerband qui est un petit montage de la chaussure là. Évidemment, pour Frédéric Ducreux, il ne nous avait pas dû copier du tout. Mais bref, et on déléguait à nos avocats, et on payait des milliers d'euros. Hein. C'est con quand même. Hein. Puis un jour, on s'est vu dans un bar à Annecy, on a dit, il faut qu'on arrête Frédéric. Donc on a arrêté, on a réglé notre problème. 3 ans après, on était tous les deux membres fondateurs de l'OSV. Et 12 ans après, le président de l'OSV, il est là. Le directeur exécutif, qui est un ancien Salomon, il est là. Petite communauté, là. Okay, mais parce qu'on a monté, on a vu une vision collective simple pour se dire, ensemble, on est plus fort. Parce que l'enjeu, c'est pas Salomon contre Rossignol ou Salomon contre Millet. L'enjeu, c'est nous, la communauté outdoor, pour faire venir, alors c'est la table précédente, pour attirer, alors pas vous tous dans la salle, vous êtes des convaincus, je dirais, mais attirer tous ces urbains qui ont besoin de sortir dans la nature. Alors, marcher, courir, vélo, il y a sûrement un cadre à donner parfois. J'entends les chemins tout détériorés et autres, mais il faut qu'on fasse sortir les gens. Et après, dernier clin d'œil, mais ça c'est plus une question interne pour nous. Voilà, nous, chez Salomon, et à la mode de Georges Salomon. On a traduit Georges Salomon parce qu'on a essayé de traduire ce qu'il était. Pour nous, c'était un alchimiste. C'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de mélanger des trucs immélangeables. Okay, parfois, ça vous explose à la gueule, ouais, c'est sûr. Mais parfois, ça fait des choses complètement inattendues. Okay, une chaussure donnée par quelqu'un de la R&D à un coureur de raid gauloise en 98. C'est pas plus bête et con que ça. Ah, ils faisaient des raids avec des chaussures qui n'étaient pas du tout adaptées pour eux. Une basket, on leur a filé une basket. Bon, voilà, 10 ans plus tard, c'est un marché du trail running qui pèse combien de milliards d'euros, okay, sur le marché des magasins de sport aujourd'hui. Bon, voilà. Et après, avec un état d'esprit, quand on se définit ça, parce qu'il faut se définir aussi qui on est, nous. Hein, okay, donc, on essaye de se dire, voilà, nous, on fait des mélanges un peu bizarres. On fait une chaussure mèche qui a été un POC, comme on dit, Proof of Concept. Ça a duré 3 ans. On en a vendu, hein. On a vendu beaucoup à des consommateurs passionnés qui voulaient leurs chaussures à leurs pieds. Sauf que d'un point de vue business model, parce qu'il faut qu'à un moment donné, ça paye, hein, c'était trop compliqué à mettre en marche. Mais grâce au POC de mèche, on est avec le projet ASF 4.0 parce que c'est vraiment l'embryon du projet 4.0 qui s'est fait dans mèche. Donc voilà, et avec donc pour nous cet alchimiste qui lui réfléchit toujours en se disant c'est pas pourquoi je fais ça, mais c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, on fait un truc, c'est une pompe, c'est un collectif, c'est des athlètes, c'est des événements, et c'est devenu le trail running. Je donne un autre exemple. C'est une paire de skis qui s'appelait Crossmax, avec une course complètement débile à courir sur des pistes comme ça à 4. C'est devenu 6, 7, 8 ans après, okay, un sport olympique. Ski cross. Okay, bon voilà, et ça vaut le coup de le formaliser parce qu'à la fin, ça fait des collaborations, voilà, ASF 4.0, ça fait l'OSV, et puis ça fait ce qu'on essaye de faire maintenant, et voire même, j'aurais tendance à dire, ça fait des Chinois investisseurs qui, dans un cadre sûrement de plan stratégique Chine, là, hein, se disent il faut investir sur le monde. Et vous savez qu'ils investissent dans le vin, ils investissent dans les hôtelleries, dans les aéroports. Il y en a qui ont dit on va développer le sport. Ils sont allés voir quoi? Nos investisseurs Anta, les propriétaires de Anta, le groupe Hammersport, parce que 2 marques les ont attirés dans le groupe Hammersport, c'est Salomon et Arc'teryx. Parce que leur raison d'investissement, c'est pas le groupe Hammersport, c'est développer Salomon, développer Arc'teryx. Donc voilà, c'est un mélange qui fait qu'à un moment donné, ce why not fait son chemin. Et encore une fois, est-ce que jusqu'à maintenant, on avait des visions très claires et autres? Parfois, c'est pas aussi clair que ça. Et parfois, il faut faire l'effort de le formaliser. Donc moi, je vais passer le relais à un nouveau patron, Franco, dans quelques semaines, là maintenant. On a fait ce travail pour l'aider. Mais lui, avec nos équipiers, va continuer à enrichir ce travail-là. Parce que c'est quelque chose qui est toujours sur la table, qu'on fait évoluer. Okay, on ne prend pas des virages à 90 degrés, mais on est toujours en train de cheminer. Parce que, encore une fois, ça dépend de l'état du monde. Voilà. Et l'état du monde après Covid n'est pas le même que celui qui était le mien en 2019, quand je suis parti de chez Salomon la première fois, parce que je suis revenu en début d'année. C'est pas le même monde. Voilà, on fait bouger un peu aussi notre trajectoire. Voilà.
Voilà, effectivement, comme tu disais, Salomon, pour l'avoir connu, tu disais c'était le why not. Je crois que c'était Georges Salomon qui disait ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est ce que je vais faire demain. Ouais. Voilà. Et donc, dans des gens qui projettent dans l'avenir, Bertrand, justement, puisque un peu le métier du groupe Zebra, c'est justement d'amener les entreprises vers l'avenir. Et souvent, on les a amenées toutes seules. On les amenait en cercle restreint. Je crois qu'aussi dans le métier qu'a développé Zebra, c'est cette notion d'aller trouver ailleurs des choses qui savent se faire. Je pense que notamment, dans l'historique de Babola, c'était la semelle avec Michelin, un des exemples. Et donc justement, comment des entreprises qui, a priori, font leur vision, développent leur propre sillon, sont dans leur couloir de nage, elles peuvent partager une vision pour accomplir leur projet. Ça, c'est quand même un grand mystère. Comment on peut bosser avec des gens qui sont a priori pas le même métier que vous, qui sont pas la même culture et qui, pire, quelquefois, sont vos concurrents? Oui. Chez nous, on a nommé ça la coopérance, donc la coopération au-delà de la concurrence. C'est assez fondateur de ce qu'on fait depuis très longtemps. En fait, quand on parle de vision comme ça, quand on parle de stratégie d'entreprise, on a toujours une volonté un peu internationale de se poser sur des grands sujets, de regarder justement l'évolution du monde, des marchés, etc. Et on bosse en général pour des tout petits acteurs. Dans l'outdoor, des boîtes, on en a une grosse, à peu près. Mais par rapport à Adidas, c'est encore pas gros. Par rapport à etc. Par rapport à Amazon, c'est encore pas gros. Je fais exprès parce que c'est un acteur très fort, etc. Parce qu'il n'y a pas que des producteurs de produits ou de services. Il y a aussi tous ces intermédiaires, les distributeurs monstrueux. La plus grande marque européenne produit des choses, mais c'est avant tout un distributeur. Et qui est, si je fais une petite promo pour Decathlon, qui n'est pas mon client, qui est perçu complètement fou, peut-être, comme une des marques les plus innovantes du marché, par le conso. C'est fou. C'est-à-dire que le conso, il est épaté par l'attente 2 secondes ou épaté par des masques Zébulon. Conso français. Yes, t'as raison. Mais quand même, quand on fait des études, on est surpris par ça. Ça veut dire que le conso, lui, il voit pas forcément la même chose que nous, et des trucs qui n'ont pas l'air des performances technologiques majeures, parfois, il dit « Ah putain, merci, c'est de la simplicité, tu m'as donné de la simplicité, j'aime bien. » Bon, ce que je voulais dire, c'est que chaque acteur seul est un nain dans l'immensité du marché. Et qu'il est difficile d'entreprendre des choses seules. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer des équipes. Comme on le fait en entreprise, quand on dit on va mettre la R&D, le marketing, le commerce, et on va faire des groupes projets, on s'est dit, il faut qu'on bosse en groupe projet inter-entreprise. Alors, c'est déjà compliqué d'en convaincre une. Donc en convaincre 3 de faire des choses ensemble, encore pire. Et surtout, quand on parle, là, par exemple, de Michelin, 23 milliards, Babola, à l'époque, peut-être 110 millions. Quel est le lien ? Le lien, c'est la vision. Le lien, c'est le contact au sol. Le lien, c'est la maîtrise, etc., etc. La maîtrise du contact au sol. L'ambition d'aller servir des clients. Et le projet, c'est d'aller trouver l'exploitation du savoir-faire de l'un qui sert la stratégie de l'autre. Il se trouve que Michelin avait déjà décidé de sortir du pneu et de s'engager vers plus de mobilité, de s'engager vers... Et en gros, la semelle, c'est le pneu de l'humain. Donc ça naissait chez Michelin et ça correspondait à Babola, par exemple. La coopérance, c'est ce qui se passe dans ASF. On a fait la moitié d'une chaussure parce qu'on avait déposé les brevets sur comment faire une tige monopièce et multifonctionnelle. Et on se dit, on va faire une chaussure. On va faire une chaussure, il faut des champions du monde de la chaussure. Un des gros acteurs français, c'est Salomon. S'il dit oui, il y a une chance que ça marche. S'il dit non, ça va être plus compliqué. Parce qu'il nous restait 2 acteurs petits. Babola, on les connaît bien depuis des années et des années. Des chefs d'entreprise sont capables de décider. Millet, qu'on connaissait moins, mais en tout cas, ils sont venus vite. Mais en tout cas, il nous faut des pilotes dans l'avion. Un gros pilote qui dit, je vais mettre mon argent, très fortement, et celui des fonds, et celui des industriels, et celui ensuite des marques qui amènent certes de l'actionnariat, mais beaucoup de know-how. Donc il faut des gens qui partagent ça, c'est quand même incroyable. Au début, je vais essayer de le faire vite, mais ils ouvrent les bouquins de Mèche. Ils ouvrent le savoir-faire d'une entreprise à d'autres. Ça paraît inconcevable. C'est pourtant tellement facile en réalité, quand c'est bien fait et quand c'est mesuré. Qu'est-ce que ça va changer dans la bagarre que pourraient se livrer un jour Salomon et Millet sur le marché? Qu'est-ce que ça va changer? Toutes ces marques, toutes les marques que vous êtes là, bossaient dans les mêmes usines en Chine.
Et on va tous dans un bureau. Moi, ça fait 20 ans que je vais dans des bureaux. Et à côté, il y a, je sais pas, Folkel. Et à côté, il y a la Sportiva. Et à côté, et soi-disant que tout est bien confidentiel. Et puis après, comme toi, tu as réglé ton problème dans l'alcool avec Millet, ben, en Chine, on règle son problème dans l'alcool avec le concurrent. Donc, ouais. Ce que je veux dire, c'est que tout se voit, tout se sait, on est dans la même usine, sauf qu'elle est à l'autre bout du monde, ça gêne personne. Qu'on soit dans la même usine à 100 bornes de chez nous, ça gêne toujours personne. Les stratégies vont au-delà des choix industriels parfois. Donc on doit trouver des terrains d'entente, on doit trouver des terrains de faire ensemble. Et c'est pareil pour mon métier. Et puis j'ai fini. C'est pareil pour mon métier. Tout le monde doit avoir un service marketing. Tout le monde doit avoir un service design. Tout le monde doit avoir un bureau d'études. Tout le monde doit avoir... tout le monde ne peut pas avoir tout. Ou alors un peu de tout égale compliqué. Il faut mieux avoir, peut-être tous ensemble, un truc. Et bosser, si c'est clair ce que je dis. Et bosser. On ne peut pas faire tous ces métiers-là en étant seul. Nous on dit le design, c'est tous ensemble, nous ne sommes qu'un. Il faut du monde, sinon il y a un porteur de projet qui a une vision, tout au moins un style, une expression. Bon bref, à plusieurs, on peut se payer plus de choses. Vous êtes le reflet de ça, et l'OSV, c'est le reflet de ça aussi. Comment, ensemble, on fait des projets qui changent le terrain de jeu dont vous parlez. Parce que vous n'êtes que Rhône-Alpes. Donc, je suppose qu'il y a l'OS FI en Allemagne, et l'OS en Chine, et l'OS BI aux États-Unis. Donc, il y a plein de... On est des nains. Il faut donc, ensemble, essayer de faire une escouade et développer des projets qui ne soient pas que des pillards, que des relations publiques, mais des projets structurants, commerciaux, qui dominent la distribution, structurels, qui dominent l'industrie, embauche, qui domine le recrutement. Est-ce que nos jeunes, dans les meilleures écoles de Londres ou de Berlin, ont envie de venir bosser chez nous ou en Californie? C'est des sujets vastes. À plusieurs, ça parle. Alors, sujet vaste, mais le temps n'est pas vaste malheureusement. Et puis, comme tu m'as donné la parole, je vais me permettre de vous poser une question. On est aujourd'hui à l'Outdoor Expert Forum. Donc on a un forum où on a effectivement des représentants ou des gens qui sont intéressés par notre activité. On a ouvert les débats sur ce qui se passe dehors, sur le terrain de jeu, sur les pratiques. Et je pense que ce qui ressort déjà de ces 2 premières tables rondes qu'on a eues avant, c'est que c'est important qu'on aille dehors pour la santé. Et c'est important qu'on aille dans la nature, mais il faut la préserver. Que donc tout ça, c'est un capital à développer, que c'est un peu l'enjeu qu'on ressent. Donc là, on va au-delà de nos problématiques industrielles, managériales et business. Et aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, OSV rassemble ces entreprises et dit, maintenant, c'est quoi la vision qu'on doit avoir? Est-ce qu'on doit avoir une vision partagée? Et comment tenir compte aussi des enjeux qui sont extérieurs, qui sont la nature et l'homme? Et aujourd'hui, je vous tape une petite colle que je vous pose à la fin, là, et le premier qui veut, qui se lance. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce que... je me dis, la Patrick et moi qui représente, quels sont les chemins que vous nous tracez pour notre vision, qui sera la vision d'OSV, mais aussi votre vision? Benjamin, on pourrait inverser les rôles aussi. Tu pourrais... je pourrais d'ailleurs faire ça. Tu viens là et je te pose la question, monsieur le directeur de l'OSV. Moi, je veux démarrer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même qu'on donne de l'avenir aux nouvelles générations et à nos enfants. Et moi, je me bats tous les jours avec mes équipes pour générer du business, c'est clair. Je ne veux pas faire le philanthrope non plus. Mais pour générer demain des emplois durables sur le territoire. Et il faut faire attention que notre futur ne soit pas qu'avec des ingénieurs des écoles de commerce. Il faut qu'il y ait aussi des emplois de production. Il faut qu'il y ait aussi d'autres catégories d'emplois qui rendent solide le bassin, solide la France, solide l'Europe. Je pense qu'on a quand même un petit peu... Je suis désolé, je tape un peu dans le dur. Mais je pense quand même qu'on a un petit peu sabordé nos savoir-faire pendant des décennies. Il faut avoir conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus câblée comme ceci.
regarde vraiment les made in, ce que c'est. Et voilà, moi, mon message, c'est ça. Bien sûr que je cours, bien sûr que j'essaye de ne pas marcher à côté du sentier. J'avoue, franchement, que ce n'est pas mon souci. Mais mon souci, c'est de générer des emplois durables. Voilà. Donc chacun sa tâche. Moi, je trouve que la mienne, elle est pas mal. Et moi, ce que je vous invite, c'est quand même les marques à raisonner des fois un petit peu autrement que l'exception, c'est de fabriquer en France. Non, l'exception, ça devrait être de fabriquer en Asie. Et essayons déjà de fonctionner avec l'industrie qui est en place. Voilà. Je ne sais pas, c'est une question qui est compliquée. Enfin, elle n'est pas si compliquée que ça. En fait, on travaille pour une communauté sont une somme d'individus, hein, vous le comprenez bien. Et nous, entreprises, on est au milieu de cette communauté. Et en tout cas, nous, on le pense comme ça, on a une responsabilité vis-à-vis de la communauté qui sont nos clients et qui nous font vivre. On a une entreprise qui vivons de ce que chaque client nous donne à chaque fois qu'il nous achète un produit. Donc, pour moi, il est très important d'avoir cette position d'exemplarité, de travailler avec ces communautés, parce que sans la communauté, on peut faire du business, hein, bien sûr, on peut faire large et tout, mais si on aide la communauté à mieux se développer, à mieux s'intégrer, à mieux participer, l'entreprise en aura des bénéfices, hein, c'est forcément, et on continuera à développer cette entreprise. À la fin de tout, hein, c'est une entreprise, hein, ça ne vit que de ce que le client lui donne. Et une entreprise dans le rôle d'une responsabilité. Alors moi, je suis entreprise familiale, alors vous avez bien compris que je la transmets, l'entreprise. Hein. Tout est fait pour que ça continue. Voilà, c'est pas pour être plus riche, pour être plus, etc. Parce que ça nous aide. Une entreprise, à partir d'une certaine taille, nous dépasse et beaucoup plus. C'est un bien commun, en fait. J'utilise bien ce mot bien commun. Comment on fait que ce bien commun, il dure, il s'améliore, il se transforme et ils font qu'à la fois les personnes, les employés, mais les clients aussi progressent. Voilà, moi, c'est le message que je pourrais transmettre. Alors, si je continue, moi, je vais utiliser le terme de l'écosystème. Donc, nous, on est acteur d'une relation avec un client, un consommateur, avec des relais. Mais on s'aperçoit que tout ça, comment dire, d'abord concerne le terrain de jeu, donc la nature. Je fais le lien avec ce que j'ai entendu tout à l'heure. Mais aussi à travers un écosystème fait de partenaires qui vivent de ça aussi, hein. C'est les moniteurs de ski, les accompagnateurs, les magasins, mais ceux qui s'occupent des territoires aussi, à un moment donné. Donc, pour moi, c'est clair qu'on doit être porteurs tous d'une vision du collectif. Nous sommes tous co-responsables du long terme de cet écosystème. Okay, et alors nous, d'autant plus, parce qu'on est contributeurs d'évolution de ces sports nature. Okay, mine de rien, depuis 10-15 ans, on a fait venir le trail, hein, qui a fait courir, marcher, mais très vite en montée, courir en descente, couper les virages. Okay. J'entends la même problématique sur le mountain bike montagne, okay, avec l'électrique qui arrive. Donc les choses changent. Hein, mais là, on est tous co-responsables de se dire le terrain de jeu, comment dire, c'est pas un dû qui va être pérenne comme ça, il faut le protéger. Voilà. Donc il va falloir, alors je ne sais pas si j'entendais comment pénaliser, etc., mais c'est aussi l'aspect nature, sport nature, ce que vous disiez sur les feux, etc., etc. Il va falloir collectivement travailler sur tout ça, parce qu'on ne peut pas ne pas respecter notre écosystème. Voilà. On est tous vraiment solidaires de ça. Et quand je dis ça, ok, ça veut dire quoi? Pour nous, Salomon demain, c'est pas simple, hein, je dirais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire dialoguer, se relier. Mais tu vois, on parlait, je donne un exemple, l'OSV, plutôt les marques consommateurs. Mais après, il y a le cluster montagne qui équipe les montagnes. On va faire simple, c'est les remontées mécaniques.
C'est pas simple hein, d'organiser le dialogue. Benjamin, on voit, de structure. Mais il faut absolument qu'on pousse ce truc-là. Le dialogue collectif, la co-responsabilité, comprendre ce qui a été dit tout à l'heure pour que nous aussi on l'intègre, comment on discute avec nos organisateurs d'événements, qui font aussi beaucoup d'efforts par rapport à tout ça. Enfin bref, c'est à la fois simple et compliqué. Mais en tout cas, c'est des enjeux qui sont absolument essentiels. Si on veut faire sortir plus de gens dehors, ça veut dire plus de gens ici dans Beldon, Chartreuse, Vercors, les montagnes de la Haute-Savoie, etc. Ben, ouais, comment on fait quoi? C'est une question. Quelle vision porte-t-on là-dessus? Comment on se projette 2030 dans les montagnes? Moi, je skie au carreau, j'ai un ami qui est maire maintenant, c'est un ancien, encore une fois, Quechua, je dis pas décathlon, Quechua, enfin, bref, et on discutait de ça, il travaille aujourd'hui sur le fond de ce projet-là. C'est quoi une station comme les Carreaux 2030 quoi? Et qu'est-ce qu'on fait pour développer, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Parce que la protection, c'est notre capacité ensuite à poursuivre. Bon voilà, je dirais, c'est juste, c'est pas simple hein, tout ça, mais en tout cas, le sens c'est, je rejoins Bertrand, tout seul, on fait rien. Voilà. Oui, c'est assez amusant le débat sur la protection du terrain, parce que vous êtes un des sports qui n'avait pas payé vos équipements pour jouer. Moi, je suis un ancien là, je suis basketteur. Quand la télé était en noir et blanc, j'étais international de basket, et donc on payait les équipements, faut les payer, faut payer une salle, un sol, et donc celui qui respecte pas a punition. Mais il faut l'acheter quand même. Vous n'avez pas acheté les montagnes, donc c'est vrai qu'il y a des sujets là-dessus. Bref. Ce que je dis, moi, c'est que je vais donner un autre angle sur le fait qu'il faut coopérer. Je suis londonien. Je vais venir passer une semaine en Savoie, ou ailleurs, ou en Isère, à Grenoble. En Haute-Savoie, c'est vachement mieux. Eh ben, je suis pas comme moi, la télé noir et blanc, je suis pas mono-activité, ça n'existe plus. Donc, vous voulez me vendre une paire de skis, c'est bien sympa, mais je voudrais faire du vélo aussi, un peu de raquette, parapente, du voilier. J'ai passé un week-end à Annecy, dans un truc pas cher du tout récemment, et j'ai vu à quel point vous viviez dans un monde irréel. Quoi. C'est juste Disneyland. Quoi. Il y a des mecs sur l'aviron, il y a des mecs qui arrivent d'en haut en volant, d'autres qui arrivent à vélo, d'autres. Enfin, c'est Disneyland. Quoi. Tu vas à Paris, il n'y a pas ça. Donc partout, il n'y a pas ça. Il n'y a que chez vous qu'il y a ça. C'est un village de trolls. C'est vraiment génial. C'est pour déconner que je dis ça, pour qu'on finisse sur une... C'est vraiment génial. Ce que je veux dire par là, c'est que le Londonien qui a pris son avion... Mais plus près. Le Londonien qui a pris son avion, il est multi-activité. Donc peut-être il va aller acheter la tente. Il voudrait bien avoir la tente Samaya pour une nuit. Il voudrait bien, parce qu'il ne va pas se faire chier une semaine en tente quand même. Je rappelle qu'il est londonien. Attends, Samaya loue ses tentes, pour info. Loue ses tentes, c'est bien. Hein. Parfait. Et donc, dans le même temps, il voudra monter un jour skier. Et puis, quand même s'initier à l'escalade, et puis, etc., etc. Donc, il va falloir proposer des expériences complètes. Donc, il va falloir un jour, soit c'est un vendeur de voyage qui va tout régler, et qui va dire je négocie avec lui, avec lui, avec lui, soit c'est vous qui allez tout régler ça. Il va falloir changer les offres. Il va falloir transformer des business models en proposant des expériences multiples, à 2, à 3, à 8, avec pourquoi pas un hôtel, avant que ce soit l'hôtel qui le fasse, parce que moi je bosse pour des groupes hôteliers gigantesques. Eux ils disent bon, l'expérience conso, on va aller voir un tel, on va louer 3 vélos, c'est bon. Et donc il y a un moment qui va offrir la vraie bonne expérience. Je voulais redire ça. Une mission peut-être pour OSV, c'est de réfléchir à des business models communs, sans gêner les business models individuels de chaque marque. Mais il faut inventer des business models communs, sinon il y en a qui vont se marrer. Merci beaucoup, messieurs. Je pense qu'on peut les applaudir. Effectivement, merci pour toute cette inspiration et ce partage d'expérience qui est riche. C'est vrai que vous l'avez évoqué, on a un marché qui est fait de très nombreux acteurs et on est ravis de pouvoir décloisonner un petit peu les différentes pratiques, les différents marchés, les différents acteurs pour les rassembler aujourd'hui, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, qu'ils soient parapublics, associatifs, mais aussi pratiquants comme on l'est bien sûr
tous dans cette salle à un moment ou à un autre. Vous avez évoqué des nouveaux business models. On y reviendra cet après-midi puisque je vais vous proposer qu'on aille se restaurer à 12h30. Petit point technique, ça se passe juste sur la droite en sortant de la salle par ici si vous avez réservé votre déjeuner. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire à l'entrée du World Trade Center. Cet après-midi, on se retrouvera avec 2 tables rondes. La première sur le trail. On l'a beaucoup évoqué tout à l'heure. Les courses de trail face aux défis actuels, ça a été évoqué à différents niveaux. Puis une table ronde sur les stations de montagne, la nouvelle donne, la nouvelle recomposition. Vous l'avez aussi évoqué, le nouveau business model qui ne tourne plus qu'uniquement autour du ski, mais qui a besoin du ski. Merci encore à tous pour votre participation. Merci Benjamin pour cette animation et très bon appétit à tous.